Nous allons maintenant voir le formulaire de demande MDPH. Ce formulaire fait 20 pages et tout le long de ces 20 pages, c'est des subtilités assez complexes à comprendre. Savoir qu'il est important de développer telle ou telle partie. On dit aux familles, vous allez voir, c'est simple, il n'y a qu'à cocher. Sauf que non, il n'y a pas qu'à cocher. En fait, le dossier MDPH et le formulaire de demande, il va falloir répéter, répéter et encore répéter. Vous allez voir qu'en fait, ça tourne pas mal en rond et j'ai l'impression que c'est un peu comme une façon de décourager les familles. C'est-à-dire que ceux qui arrivent au bout, c'est vraiment qu'ils voulaient y arriver. La première chose à connaître avant de se lancer sur le projet de déposer un dossier, ce sont les règles du jeu. Et donc, les règles du jeu, c'est quoi? C'est que la personne qui va faire une demande auprès de la MDPH doit présenter au moins 50% de handicap. Donc, il faut bien se représenter ce que c'est 50% de handicap. Et le problème, c'est que même si c'est 49, ça n'ouvre droit à rien. Il n'y a pas de négociation qui s'installe en dessous de 50%. Donc déjà, la première chose, ça va être de se demander si l'enfant en question peut potentiellement présenter les 50% de handicap. Sinon, entre guillemets, ça ne vaut pas le coup de monter le dossier MDPH. Après, bien sûr, on peut quand même tenter en se disant on va constituer le dossier et on verra. Mais en tout cas, de mon point de vue, je préviens les familles quand l'enfant ne semble pas atteindre les 50% de handicap parce que des fois l'école a peut-être un petit peu exagéré les chances concernant le fait que le dossier, le projet aboutisse concernant la demande auprès de la MDPH. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir attendre entre 4 mois et 12 mois, selon les départements, pour avoir un retour de la MDPH concernant la reconnaissance de handicap. En fait, les départements où il y a peu de demandes, en 4 mois, ça peut être traité. Mais les départements plus chargés, où il y a de grandes villes, ils vont souvent être débordés de demandes. Parce qu'en fait, ils ne traitent pas que le pôle enfant. La MDPH va traiter les demandes de l'ensemble des personnes jusqu'à, il me semble, 65 ans. Ce qui fait que le délai d'instruction est un élément important à prendre en compte. Car par exemple, pour un enfant pour lequel on va faire un dépôt de dossier alors qu'il est en CM2, et en sachant qu'il va se passer entre 4 et 12 mois, en moyenne ça tourne plutôt autour de 9 mois d'attente, c'est une question importante de se poser, est-ce qu'on attend le retour de la MDPH avant d'engager les soins? D'autant plus que si le retour du dossier est négatif, c'est-à-dire que le dossier n'est pas retenu à cause des 50% de handicap, eh bien on aura perdu entre 4 et 12 mois. Après, il y a une réalité aussi concernant le fait qu'il y a des familles qui peuvent et il y a ceux qui ne peuvent pas financièrement. Et dans la vie, on fait aussi comme on peut. Une fois qu'on a eu le retour de la MDPH avec le précieux papier indiquant l'acceptation ou au contraire le refus du dossier, eh bien on va pouvoir soit ne rien faire, si la proposition convient, soit refuser la décision via un recours pour dire qu'on n'est pas d'accord. En effet, il est possible de ne pas être d'accord malgré le fait qu'on ait été reconnu personne handicapée. Parce qu'en fait, les propositions qui ont été faites ne vont peut-être pas convenir. Par exemple, l'enfant est reconnu handicapé, ok, mais les propositions faites par la MDPH ne sont pas celles qu'on avait souhaitées. Les parents avaient demandé une AVS et du matériel adapté, c'est-à-dire un ordinateur, et en fin de compte, la MDPH va proposer une orientation en ULIS. Donc, malgré le fait que l'enfant a été reconnu avec 50% de handicap, on peut tout de même refuser cette décision et réargumenter. Dans la majorité des cas, lorsque le dossier est classé en dessous de 50%, ce qui arrive souvent, il est possible de refuser cette décision en faisant un recours, et là aussi, il faudra réargumenter la situation de l'enfant. Dans ce cas, il faudra s'assurer d'avancer des arguments supplémentaires, souvent avec des bilans supplémentaires donc, chez des professionnels de santé, également un rendez-vous avec un médecin spécialiste, ça peut aider. Les premières pages, de 1 à 4, concernent principalement les renseignements administratifs. Il s'agit simplement de bien les remplir. J'insiste tout de même sur la première partie, A1, qui a à remplir au nom de l'enfant. C'est comme si c'était lui qui remplissait le dossier MDPH, parce que la demande est pour lui.
Donc tout le long, il faut bien penser qu'on le remplit en son nom et pas au nom du parent. En revanche, concernant l'adresse postale, ça sera celle du parent ou des parents. Évidemment, puisque l'enfant habite chez au moins un de ses deux parents. Si par exemple, ce ne sont pas les parents qui élèvent l'enfant, dans ce cas, il faudra noter l'adresse de la personne qui a la garde de l'enfant. Ensuite, c'est important, voire même primordial, de penser à noter en bas de chaque page le nom et le prénom de l'enfant. À nouveau, ce n'est pas le nom et le prénom du parent, c'est bien celui de l'enfant. Il ne faut pas oublier ça, car ce sont toutes ces petites choses qu'on oublie de mettre ou les ratures. Cela peut réellement constituer un refus du dossier qui a été déposé. Et ce serait quand même dommage de passer à côté à cause d'un oubli ou d'une rature. Les pages 6 et 7 s'intitulent « Votre vie quotidienne ». Là, on est typiquement sur un sujet ergo. Et j'ai encadré en rouge les parties qui me semblaient les plus importantes, notamment la phrase en jaune qui s'intitule « Frais liés au handicap et restons à charge ». Il y a en dessous un tableau de 3 lignes. C'est à ce niveau que les parents sont censés indiquer leurs dépenses, c'est-à-dire ce qui leur reste à charge et ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Le problème, c'est qu'avec 3 lignes, c'est assez insuffisant pour pas mal de familles concernant les frais qu'ils engagent pour leur enfant. Bien sûr, on va pouvoir y indiquer les différentes dépenses concernant les suivis paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale, comme le suivi en ergothérapie, en psychomotricité, ainsi de suite. Ce qui est moins connu, c'est qu'on peut aussi y mettre les frais de déplacement. Et ça se calcule en fonction du barème kilométrique des impôts et aussi en fonction de la puissance fiscale de la voiture. Enfin, on peut aussi y mettre tout ce qui est autres frais liés au handicap. Donc, par exemple, si c'est un enfant qui est dyspraxique et qui abîme ou perd ses vêtements plus que les autres, on peut peut-être justifier de, par exemple, 200 € supplémentaires par année d'achat en vêtements ou en matériel scolaire, par exemple, parce que cet enfant dyspraxique ou TDAH va abîmer ses vêtements parce qu'il tombe, parce qu'il mange ses manches, ses chaussures parce qu'il trébuche souvent, les stylos parce qu'il les mordit ou parce qu'il les perd. Et il faudra expliquer le pourquoi de ces dépenses supplémentaires dans le projet de vie. Et c'est pour cela que vous allez avoir l'impression qu'on répète plusieurs fois les mêmes choses. Mais c'est pour bien expliquer et justifier l'ensemble des difficultés de la famille liées au handicap. Donc ça, il ne faudra pas s'économiser sur ce plan-là. Donc voilà ce qui fait que le tableau qui est proposé dans le formulaire est vraiment trop petit. Parce qu'avec 3 lignes, on n'en a pas pour commencer. Heureusement, il est possible de mettre des documents en annexe. Et c'est ce qui va être souvent nécessaire à d'autres endroits du formulaire de toute façon. Parce que, vous allez voir, notamment au niveau du projet de vie, il n'y a pas assez de place dans le formulaire pour renseigner tout ce qui est nécessaire de renseigner. Donc, mon conseil, ça va être de réaliser, pour cette partie-là, un tableau. Idéalement à l'ordinateur, et on pourra le mettre en annexe. Dans ce tableau, on va y faire figurer toutes les dépenses de manière exhaustive, comme je vous ai indiqué juste avant. Et donc, puisque vous ne remplissez pas le tableau du formulaire, il faudra le faire figurer celui que vous donnez en annexe et inscrire en travers du tableau du formulaire, voire tableau annexe, par exemple, histoire qu'il ne se trompe pas au niveau de la MDPH. En page 6, il est demandé de cocher les besoins de la personne en situation de handicap dans sa vie quotidienne. Ici, l'enfant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit de la vie quotidienne en dehors de l'école, donc à domicile, mais aussi pendant les vacances, chez les copains, les grands-parents, les activités de loisirs. Notez bien que dans ce tutoriel concernant la constitution du dossier MDPH, j'ai orienté mes conseils concernant les troubles neurodéveloppementaux, ce qui fait que je n'aborderai pas tout ce qui est handicap lourd. Il faudra peut-être se tourner auprès d'associations qui ont l'habitude de ce type
de constitution du dossier. Donc, concernant les troubles neurodéveloppementaux, il y a finalement peu de cases potentiellement à cocher. J'ai tout de même encadré concernant l'hygiène corporelle et pour s'habiller, parce que quand même, dans certains cas de troubles des apprentissages ou de TSA, cela peut éventuellement nécessiter l'aide d'un adulte, au-delà de celle qu'aurait besoin un enfant neurotypique du même âge. Bien évidemment, il ne faut cocher que si cela correspond réellement aux besoins de l'enfant. S'il n'y a pas besoin d'aide ou de supervision dans ces domaines-là, ce n'est pas grave, on ne va pas cocher pour cocher. Petit exemple, chez un enfant avec TDA, il est souvent nécessaire de superviser plus la douche par exemple. Il va falloir répéter de nombreuses fois, va à la douche, surveiller le temps passé sous la douche, s'assurer que l'enfant n'a rien oublié, comme se laver les cheveux, ou rincer correctement les cheveux, etc. Chez un enfant de 10 ans, on doit pouvoir s'attendre à ce que la douche soit prise de manière autonome, convenablement, sans que ce soit le chaos dans la salle de bain après son passage, sans avoir besoin de répéter 20 fois. Si l'enfant à 10 ans a besoin de la présence de l'adulte pour aller jusqu'au bout de la tâche, dans ce cas, il est cohérent de cocher la case pour l'hygiène corporelle. Sinon, il y a aussi une case autres besoins précisés. Ici, vous pouvez y indiquer toutes sortes de choses que l'enfant n'arrive pas à réaliser en autonomie, alors qu'à son âge, il devrait pouvoir y arriver. Bien évidemment, il faudra repréciser tout cela dans le projet de vie. Page 7, il va falloir à nouveau cocher les besoins de l'enfant à la maison. A priori, les besoins pour se déplacer ne concernent pas tellement les enfants dans le cadre des troubles des apprentissages ou neurodéveloppementaux. En revanche, les items à propos des besoins pour la vie sociale peuvent tout à fait concerner un enfant TSA, qui pourra notamment avoir besoin d'aide dans ses relations avec les autres, enfants ou adultes. La suite logique de tout ça, c'est qu'il va falloir cocher les attentes des parents ou autres, enfin en tout cas de la personne qui accompagne l'enfant. Donc il va falloir cocher les attentes de leurs besoins pour compenser la situation de handicap à la maison. Là aussi, j'ai mis en surlignement ce qui me semblait le plus approprié dans le cadre d'un enfant avec troubles neurodéveloppementaux. Ici, on coche une aide humaine. C'est quand même plus lié à un diagnostic de TSA sévère, par exemple, car cela signifie que les parents demandent l'aide d'une personne à la maison, non pas à l'école. Donc là, on n'est pas sur une AVS. Il est possible de faire une demande de matériel ou équipement. On est un petit peu à cheval entre ce qui concerne la maison, mais aussi l'école, car on entre dans le cadre du matériel pédagogique adapté. On peut cocher, puisque c'est notre demande et que l'enfant a besoin d'un ordinateur pour faire ses devoirs, par exemple. Enfin, en systématique, je vous recommande de cocher une aide financière, tout simplement par rapport aux dépenses liées au handicap. Page 8, toujours dans la partie B, il s'agit du projet de vie. C'est vraiment la partie la plus importante du formulaire de demande MDPH. Le problème, c'est que les familles se retrouvent avec peu de place pour remplir et formuler le projet de vie de l'enfant. Et donc souvent, ce projet de vie est mal rédigé. Ce que je recommande, c'est déjà de renseigner le reste des pages du formulaire de demande MDPH en laissant ça de côté. Comme ça, les idées seront déjà plus claires par rapport à la situation de l'enfant et du handicap qu'il présente dans son quotidien. Le terme projet de vie est un peu mal approprié, car il ne s'agit pas de décrire seulement ce que l'on souhaite faire comme projet pour la personne en situation de handicap, mais plutôt d'exposer les difficultés rencontrées de manière générale dans la vie quotidienne et pas seulement sur le plan scolaire, puis en effet d'indiquer ce que l'on souhaite recevoir comme aide de la part de la MDPH et surtout pourquoi. Ce qui fait que je traiterai le projet de vie à part dans d'autres vidéos. Ce projet de vie devra être rédigé en annexe également sur une ou plusieurs pages, idéalement
écrit à l'ordinateur, parce que ça va quand même faciliter la lecture du document, lorsque la commission siégera pour déterminer le taux de handicap de l'enfant. La partie C, c'est la partie qui va s'intéresser à la vie scolaire et étudiante de la personne qui dépose un dossier. On va dans un premier temps simplement renseigner tout ce qui est sur le plan administratif scolaire. Donc la classe, l'établissement, si l'enfant est scolarisé en milieu ordinaire ou si au contraire il fait l'école à la maison, etc. On va spécifier tout ça dans les pages 9 et 10, en sachant qu'il est important de renseigner tous les soins sur le temps scolaire et hors scolaire, ainsi que les aménagements scolaires qui ont été mis en place, comme par exemple si l'enfant ne mange pas à la cantine. Le fait que l'enfant ne mange pas à la cantine peut être dû au fait qu'il reçoit des soins entre midi et deux, ou bien qu'il ne peut pas manger à la cantine pour différentes raisons. Troubles de l'oralité, fatigabilité scolaire, etc. Dans l'emploi du temps, il va donc falloir renseigner tous les intervenants, comme l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le temps à la maison pour les devoirs, etc. Tout ce qui sera noté ici devra être repris dans l'UGVASCO. Régulièrement, il y a des familles qui ne le remplissent pas parce qu'ils se disent ils sont au courant. Mais non, en fait, c'est la MDPH qui va recevoir le dossier et ils ne peuvent pas avoir connaissance de ce qui n'est pas inscrit, ni mener un jeu de pistes pour raccrocher tous les morceaux. C'est pour cela qu'il faut répéter les mêmes choses à plusieurs endroits. La page 11, toujours dans la partie C, vie scolaire et étudiante, va devoir être remplie avec soin. C'est ici qu'il nous est demandé les besoins qui sont en lien avec les apprentissages scolaires, mais aussi pour communiquer ainsi que l'entretien personnel, cette fois-ci à l'école. Dans le cadre toujours pareil des troubles neurodéveloppementaux, on va plutôt cocher des items dans besoins en lien avec les apprentissages. Par exemple, pour lire, pour calculer, pour écrire, ce genre de choses. Parfois, il peut y avoir des cases à cocher dans besoins pour communiquer, si l'enfant est atteint de TSA, par exemple. En ce qui concerne les besoins pour l'entretien personnel, a priori, on est plutôt sur du handicap lourd, pour que l'enfant ait besoin d'aide d'une tierce personne à ce sujet à l'école. Sauf peut-être en début de primaire. Il y a des enfants qui peuvent faire encore de l'encoprésie, qui ne sont pas encore propres ou à cause du stress. L'enfant devra toujours être comparé par rapport à un enfant du même âge, mais sans difficulté. En revanche, il ne s'agit pas de comparer l'enfant par rapport à ce qu'on aimerait qu'il soit ou ce qu'on pense qu'il est. Il est question de prendre du recul, de se dire, ok, mon enfant, par rapport à un enfant neurotypique, est-ce qu'il a besoin d'aide ou pas? Et si oui, pourquoi? Voilà, et là on coche en fonction d'eux. Très logiquement, la page suivante, donc la page 12, concerne les solutions que la famille souhaiterait voir mises en place, toujours dans le cadre scolaire, pour que l'enfant soit autonome. J'ai encadré la partie C3 qui concerne les attentes en matière de vie scolaire, périscolaire, étudiante. Et j'ai fait une sorte de traduction des termes employés dans cet encadré, parce qu'en fait, les parents qui vont par exemple souhaiter une aide financière, bon, c'est difficile de savoir quelle case cocher par rapport aux propositions ou du matériel pédagogique adapté, puisqu'en fait, les termes changent d'une page à l'autre. Et c'est ça qui est compliqué dans le fait de constituer le dossier MDPH. Vous voyez que ce n'est pas simplement juste cocher. C'est-à-dire qu'il faut vraiment décortiquer et comprendre de quoi il s'agit. Donc, une adaptation de la scolarité, en fait, ça va être le PPS. Une orientation scolaire différente, ça correspond à une demande d'orientation en ULIS, en IME, etc. Concernant une aide humaine, là, on comprend quand même que c'est tout ce qui est AVS, AESH. Une aide matérielle, ça aussi, c'est assez clair, ça correspond au matériel pédagogique adapté. Enfin, un accompagnement pour une réadaptation-rééducation. Là, je pense qu'on peut cocher cette case si jamais on souhaite bénéficier de l'AEH pour financer un suivi. Donc, un ou plusieurs suivis, par exemple. On peut cocher cette case aussi dans le cas où on souhaite que l'enfant soit suivi dans un CESAD.
Dans beaucoup de situations, presque toutes les cases seront cochées. Cela est dû au fait que si on dépose un dossier pour une reconnaissance de handicap par la MDPH, l'enfant en question présente au moins 50% de handicap. Il est donc forcément impacté dans son quotidien et a besoin de la mise en place de plusieurs aides. C'est donc assez rare de n'avoir qu'une seule case à cocher ici. Ici, vous avez une phrase que j'ai surlignée en jaune, car elle est d'une importance capitale. Il y a encore beaucoup de dossiers qui partent sans le GEVASCO. Écrit comme c'est écrit, il est donné l'impression que ce document est facultatif, mais pas du tout. Il est indispensable. Sans lui, le dossier ne sera même pas examiné. Le GEVASCO sera traité dans une autre vidéo. Encore une fois, j'ai réalisé un encadré rouge en bas de cette page numéro 12. C'est là où on va pouvoir résumer la situation concernant ce que l'on souhaite pour l'enfant en termes d'adaptation scolaire, ce qui est pénalisant pour lui et comment on souhaite que ça soit compensé. Ce que l'on aura marqué dans cet encadré page 12, plus ou moins, on pourra le répéter page 17. Je vous en reparle tout à l'heure, mais voilà, en fait, c'est toujours la même chose. On répète, on répète. C'est que le début, d'accord, d'accord. Les pages 13 à 16, on va les sauter. Parce qu'en fait, cette partie-là concerne les adultes et leurs projets professionnels. Ce qui fait que comme l'enfant, a priori pour l'instant, n'a pas encore de projet professionnel, il ne sera pas nécessaire de remplir ces pages. En revanche, si jamais le dossier a été téléchargé d'Internet et imprimé, il est capital que ces pages 13 à 16 soient jointes au dossier, même si elles ne sont pas remplies. En effet, là aussi, ça peut être l'occasion d'un rejet de dossier parce qu'il manque ces pages. Alors, ils n'en ont pas besoin, soyons clairs, mais voilà, il faut tout mettre dans le dossier. On renvoie tout en bonne et due forme. Et malgré tout, pensez bien à noter en bas le nom et le prénom de l'enfant, si c'est demandé. Nous sommes maintenant page 17. On est presque rendu à la fin du dossier MDPH. C'est ici que nous allons formuler là où les demandes de droits et de prestations au niveau de la section E1. Finalement, la case qui, de mon point de vue, correspond le mieux dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux, ça va être l'allocation éducation enfant handicapé, AEEH. La première. On peut éventuellement cocher prestation de compensation du handicap, la PCH, mais dans le cadre de handicap plus lourd. Il est même possible de cocher les deux en même temps. Et si le dossier est accepté, la MDPH fera une proposition avec ce que la famille peut espérer obtenir avec l'AEH et ce qu'elle peut obtenir avec la PCH. Mais il faudra après en choisir une des deux. La PCH, c'est quand même quelque chose qui est plus orienté handicap lourd. En fait, parce que ça va concerner l'achat de matériel, mais du matériel cher, comme un fauteuil roulant électrique par exemple, pas un ordinateur. L'ordinateur, en fait, n'est pas considéré comme un matériel cher, c'est traité en tant que prêt de matériel adapté. Ça peut être une aide animalière pour une personne déficiente visuelle. Ça peut être une aide humaine qui vient suppléer les parents à la maison dans le cadre d'un enfant TSA sévère qui aurait besoin de l'accompagnement d'une tierce personne. La PCH peut entrer en compte en tant qu'aide financière. Mais là, ça va être surtout pour compenser la perte de salaire d'un parent qui aurait diminué ou complètement arrêté son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant. Bien sûr, il faudra justifier cela par des documents employeurs. Notez bien que ça ne vaut pas du tout le coup de s'arrêter de travailler en se disant « je vais m'occuper de mon enfant et mon salaire sera compensé par la PCH ». Pas du tout. C'est vraiment des indemnisations, mais ça ne représente pas grand-chose. C'est histoire de survivre. Toujours est-il, si on a arrêté de travailler parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, ça fait toujours ça. La PCH peut permettre un aménagement de véhicule ou de logement. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose de nettement plus impacté que concernant l'AEH, qui est une allocation forfaitaire versée par la CAF
en fonction des devis présentés par la famille et correspondant à des soins non remboursés par la Sécu. Enfin, il est possible de cocher affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer. En effet, un parent qui a diminué ou stoppé son activité ne va pas cotiser pour tout ce qui est charge sociale de la retraite. Et donc, en cochant cette case, il va pouvoir cumuler des points de retraite et avoir un semblant de quelque chose à la retraite. C'est toujours ça de prix, autant le cocher. Notez bien que c'est valable à partir de 20% de réduction de temps de travail. Donc, une maman ou un papa qui sera à 80% de travail pourrait cocher cette case. Ensuite, toujours page 17, il faut remplir la section E2, demande relative à la vie scolaire. Il va falloir noter plus ou moins la même chose que ce que nous avions déjà rédigé page 12 et formuler clairement, de manière concise, ce que l'on souhaite pour l'enfant. Par exemple, est-ce qu'on souhaite une AVS, du matériel pédagogique adapté, une orientation en ULIS? C'est là qu'on va noter notre demande concernant le ou les besoins de compensation pour l'enfant et pourquoi. Il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut rédiger cela vraiment de manière concise, puisque on développera ces aspects de manière détaillée dans le projet de vie. La page 18, c'est la même chose que les pages 13 à 16. On ne la remplit pas parce que cette partie-là concerne à nouveau les adultes travailleurs. Donc voilà, hop, une page de moins, c'est déjà ça. La dernière partie, la partie F, on nous la présente comme facultative. Mais ce n'est pas du tout facultatif. En tout cas, pas pour des parents qui vont constituer un dossier pour leur enfant auprès de la MDPH. Ce qu'il fait, il va falloir impérativement remplir cette partie. On ne peut pas la sauter, parce que sinon il y a tout plein de choses qui ne seront pas prises en compte. Allez, courage, on est presque au bout. On remplit quand même les pages 19 et 20. Dans la première section, page 19, ça va être l'occasion justement de cocher la nature de l'aide apportée à l'enfant. A priori, on est surtout sur autres besoins précisés. Et dans ce cas-là, à nouveau, on va préciser le ou les besoins auprès de l'enfant, ce qu'on va lui apporter comme aide. Dans certains cas, on peut éventuellement cocher aide à l'hygiène corporelle et ou à la prise des repas. Mais le reste, c'est pas tellement cohérent puisque, comme c'est un enfant, il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas encore et c'est normal, comme la gestion financière, l'aide au suivi médical. Ça, c'est normal que les parents le fassent pour l'enfant. C'est pour cela qu'il m'apparaît plus adapté de cocher autre et préciser. Concernant les attentes de l'aidant familial, il y a peu de cases qui vont convenir. Néanmoins, si le parent, par exemple, a diminué son activité professionnelle, il pourrait cocher reprendre, renforcer, maintenir votre activité professionnelle, ou bien obtenir une contrepartie financière s'il y a une réduction du temps de travail. On est passé de 100% à 80%, pourquoi pas. Mais sinon, dans la majorité des cas, je recommande de cocher autre et préciser. Dans ce cas, le parent va préciser ses besoins en tant qu'aidant familial. Enfin, pour terminer, il va être une dernière fois possible de s'exprimer dans la zone que j'ai encadrée en rouge. Elle est tout en bas de la page 20 et c'est à ce niveau que le parent va pouvoir préciser l'impact que le handicap invisible de l'enfant va occasionner sur lui-même et sur la famille. On peut aussi en profiter pour préciser, si c'est le cas, l'épuisement du parent en tant qu'aidant auprès de l'enfant et aussi la réduction éventuellement du temps professionnel pour s'occuper de l'enfant, pour l'amener à ses rendez-vous le mercredi après-midi par exemple. Il y a quand même pas mal de parents qui vont prendre justement leur mercredi après-midi et réduire le temps de travail ou alors le répartir et travailler plus tard le reste de la semaine. Mais cela occasionne de la fatigue. Voilà, félicitations, nous sommes arrivés au bout du formulaire de demande MDPH et nous allons enchaîner sur le projet de vie que nous avions laissé de côté. Il restera à voir ensuite le GEVASCO et le certificat médical.